bonsoir à tous. Je suis vraiment heureuse de vous accueillir à cette nouvelle conférence du Club Gutenberg où nous recevons Guylain Benessa pour la deuxième fois à l'occasion de la sortie de son livre paru aux éditions du Toucan l'Artilleur il y a moins d'un mois. Il y aura un exposé de Guylain qui nous présentera son livre. Ce sera suivi par un temps de questions-réponses. Tout d'abord, merci infiniment Guylain de venir ici à notre rencontre, mais aussi de nous offrir le fruit de vos talents et de vos recherches en tant que juriste, en tant que philosophe et en tant qu'écrivain, à travers le référendum impossible, comment faire taire le peuple. Ouvrage qui, vous nous en parlerez, s'inscrit peut-être comme une suite ou comme une réponse à votre livre précédent, Le totem de l'état de droit. Vous nous livrez ici un livre passionnant, percutant, engagé, sourcé, et dans lequel on se retrouve mêlé dans des intrigues juridiques et politiques sur un fond d'histoire contemporaine. On pourrait se croire dans un véritable thriller politique si ce n'était la réalité. Et l'on réalise une fois de plus que la réalité dépasse toujours la fiction. Avant de vous céder très vite la parole pour que vous nous présentiez votre livre, c'est pour ça que vous êtes ici, et je me permets vraiment d'inviter tout le monde à le lire, c'est vraiment un livre passionnant. Je rappelle que vous êtes docteur en droit public, avocat, philosophe, enseignant à l'université de Strasbourg et écrivain. Par ce livre, vous retracez notamment l'histoire du référendum et sa face cachée, comment faire taire le peuple. Pouvez-vous nous dire, pour commencer, quel a été l'élément déclencheur qui vous a poussé à écrire ce livre? Peut-on encore parler de démocratie si le référendum est impossible? Pourquoi l'élite de notre pays et ses représentants sont-ils tous, ou presque, vent debout contre le référendum? Et quels sont les réels enjeux du référendum? Bon, déjà, merci Isabelle, merci beaucoup pour l'invitation. J'ai pas de micro, je vais essayer de parler fort. En général, je parle de plus en plus fort au fil du temps, mais... Alors, le fait est que, pour répondre en quelques mots à cette première question, pourquoi ce livre? La réponse est très simple, comme la question l'est, je crois. La réponse simple, c'est que j'ai écrit un précédent livre sur l'état de droit. Alors, je vais faire l'économie de revenir sur qu'est-ce que signifie l'état de droit, mais j'ai observé, comme beaucoup de Français, comme tout un chacun, que l'une des solutions pour reprendre le destin en main du pays, en tout cas l'une des solutions qu'on nous vend tous les jours sans la pratiquer depuis des années, ça s'appelle le référendum. C'est qu'en fait, on est tous attachés au référendum, on en entend parler. Je suis d'une génération qui a vécu le traumatisme de 2005, c'est-à-dire un référendum qui a eu lieu sans aucun résultat, et en plus qui a disparu après, puisque ça fait presque 20 ans, on célébrera dans 2 ans les 20 ans d'absence de référendum, et il est évident, à mon sens en tout cas, qu'avec Emmanuel Macron, il n'y aura pas de référendum, et avec son successeur, si c'est Édouard Philippe ou un autre, probablement pas de référendum non plus. Donc on peut dire qu'aujourd'hui on est en crise de référendum, et que la chance d'en voir un arriver est extrêmement maigre. Donc l'idée que j'avais, c'était de retracer l'histoire du référendum, d'essayer de comprendre exactement pourquoi aujourd'hui on parle d'un référendum impossible, c'est-à-dire d'un référendum qui n'existe plus, ou qui formellement existe dans notre Constitution. Le référendum est là, il est en lettres de feu partout, il n'y a pas de problème dans l'énoncé. Mais quelles sont les raisons pour lesquelles finalement on n'en a plus? Et pourquoi on s'est habitué à ne plus en avoir? Pourquoi est-ce que finalement la discussion même autour d'un référendum est problématique? Et je ne cache pas que j'étais ravi j'étais ravi. Je mettais un point final à ce livre en fin septembre, début octobre, et j'ai parié. Mon éditeur m'a demandé tu crois pas qu'on va changer le titre parce que Emmanuel Macron annonce un référendum? Les rencontres à Saint-Denis allaient avoir lieu. Jordan Bardella poussait très fort pour un référendum sur l'immigration. D'autres à gauche poussaient très fort pour un référendum sur la fin de vie. Et il m'a dit franchement, je pense qu'il faut réfléchir au titre parce que impossible, crois-tu vraiment? Et je lui ai répondu t'inquiète pas, il n'y aura pas de référendum. On peut laisser impossible, on va nous le vendre et on va le retirer. 3 semaines plus tard, les rencontres de Saint-Denis se clôturent par le fameux mot de Marine Tondelier, qui est porte-parole des Verts lors de cette journée-là, qui a annoncé qu'elle se réjouissait de l'abandon du référendum sur l'immigration et que de toute façon, on verrait ça plus tard. Donc le référendum reste impossible, mais
et c'est tout l'enjeu du livre pour moi, c'était d'expliquer pourquoi il est impossible. Et ce que j'ai surtout essayé de montrer, c'est qu'il est devenu impossible, non pas parce qu'on l'a rendu impossible, mais il l'est parce que depuis le départ, personne n'en voulait. En réalité, et c'est très simple, je donne le fin mot de l'intrigue avant même la fin de la conférence, il y a un seul homme politique qui voulait du référendum, c'était Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, point. Ses successeurs, vaguement, et encore, Georges Pompidou, mais on en reparlera peut-être. Et en fait, depuis, il est évident que de Giscard à Emmanuel Macron, en passant par Jacques Chirac, François Mitterrand, etc., on a agité le référendum, mais ils n'en ont jamais vraiment voulu. Donc en fait, avant 1958, donc avant Charles de Gaulle, on n'avait pas de référendum. Après Charles de Gaulle, on a eu des référendums forcés, plus ou moins, c'est-à-dire des référendums qu'on ne voulait pas. Il se retrouve aujourd'hui avec un référendum impossible, parce qu'en fait, on n'en a pas voulu, on n'a toujours pas voulu, et on n'en veut toujours pas. Donc mais on maquille ça en prétendant que c'est compliqué, etc. On en parlera certainement. Mais c'est vraiment l'idée, c'est de montrer que c'est impossible, parce que depuis le départ, c'est un bras de fer, c'est un duel, c'est un problème, et c'est un problème qu'on retrouve aujourd'hui. Donc j'ai tendance à penser que 1962, qui est le vrai grand référendum de Gaulle, et 2023, c'est exactement la même situation. Personne n'en veut. Un homme l'a fait en 62. Aujourd'hui, personne n'en veut. Et on attend de voir si, oui ou non, un homme ou une femme va s'en charger. Mais voilà la raison de mon livre, fondamentalement, c'est essayer de détricoter cette histoire et essayer de comprendre, finalement, pourquoi le référendum, qui est quand même la marque explicite de la démocratie directe, qu'est-ce qu'il fait qu'on en parle tout le temps, mais que le référendum meurt, en tout cas est mort depuis 20 ans, ou se meurt, et pourquoi est-ce que la démocratie se porte si mal, aussi, par le truchement de la disparition du référendum. Alors, je poursuis le fil. En fait, l'histoire de nos institutions, elle est très facile à comprendre si on retrace ce fil conducteur, c'est-à-dire si on prend là une chronologie rapide. En réalité, le référendum, bon, ça paraît simple à dire et évident en soi, c'est clair. Le référendum, c'est l'instrument par essence du peuple. Évidemment, je n'invente rien, dans la mesure où il n'y a aucune séparation, théoriquement, entre la prise de décision et celui qui la prend. C'est-à-dire, la vox populi s'exprime, le souverain est en maître, il est convié aux urnes, il répond à une question, et la question est en général simple, oui ou non, vrai ou faux, blanc ou noir. Je veux dire, le référendum, vous savez, j'ai tendance à croire que le référendum, c'est le contraire du monde liquide qu'on nous vend tous les jours. C'est-à-dire, c'est le contraire de l'algorithme Netflix. Vous savez, il n'y a pas 40 programmes, il n'y a pas 60 000 chaînes, il n'y a pas 10 services. Il y a une réponse simple, claire, finie, terminée, et on remballe et on rentre à la maison. La chose est simple. Et en fait, si on prend notre Constitution, dont j'essaye de rappeler aussi dans le livre, même si on l'a oublié, qu'elle est dont le propriétaire s'appelle le peuple souverain, c'est une idée aujourd'hui un peu perdue et pourtant toute simple. Le référendum, il est l'articulation principale de nos institutions. C'est pas un accessoire, c'est pas une alternative, c'est pas un détail, c'est pas en même temps, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire que si on prend la lecture de nos institutions, l'article 3 de la Constitution, petite incise, vous savez, les juristes le savent, même s'ils l'oublient souvent, et les non-juristes ne le savent pas, mais devraient s'en souvenir tout le temps. L'article 3, c'est pas rien parce que c'est le début, c'est-à-dire c'est l'entame, c'est le prolégomène, c'est les premiers mots. Vous savez, c'est comme dans un conte de fées, il était une fois est plus intéressant que ce qui vient après. C'est ce qui donne la fable en tant que telle, en quelque sorte, ou le récit. Donc l'article 3 de la Constitution française nous dit, l'intitulé est simple, il est sobre, que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par le biais des représentants et par la voie du référendum. Donc vous voyez que dans l'architecture voulue par De Gaulle en 1958, le référendum, il est au début, et il est tout de suite au même niveau que les représentants, c'est-à-dire que le Parlement. Ça veut dire que la démocratie, la souveraineté s'exprime soit par le Parlement, députés et sénateurs, soit, juste à côté, par le peuple en direct. Ça veut dire que les deux mots sont à équidistance. Il n'y a pas l'un qui l'emporte. La souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par le biais d'eux. Souveraineté égale peuple, et peuple égale exercice de son pouvoir en direct. Donc je suis parti de là. Vous savez, c'est un intitulé simple.
Encore une fois, c'est une marque claire, c'est une définition simple. N'importe qui, même non spécialiste, peut ouvrir le texte et le comprendre. Et l'idée, c'était de retracer comment est-ce qu'on en est venu à un intitulé de cette nature, simple, clair, explicite, au fait qu'aujourd'hui, on n'a plus de référendum. Donc comparer l'origine et le point d'arrivée, l'écriture du texte et la pratique, la façon dont c'est écrit et l'usage dans la vie de tous les jours. Vous savez, comme n'importe quel avocat, je veux dire, on prend le code, vous savez, l'intitulé de la chose, vous ouvrez le code pénal, le code civil, et vous regardez si en pratique, oui ou non, ça s'applique. C'est pas très compliqué, mais il faut juste le faire, c'est tout. Il faut juste reprendre un peu la machine en cours de route. Et en fait, je synthétise, et évidemment, je prends comment dire, un chemin rapide, l'autoroute, on va dire, des institutions françaises et de la pratique. En vérité, la France a vécu une période dorée, une sorte d'âge d'or, on va dire, de la chose. Ensuite, une décrépitude profonde et petit à petit, c'est une mutation progressive des institutions, d'accord. Ça vient pas évidemment en quelques jours, hein, c'est pas quelque chose de comment dire, ça ne tombe pas du ciel d'un jour à l'autre, mais il y a une décrépitude progressive, soit parce que l'instrument est discrédité, soit parce qu'on commence à détester, soit parce qu'il y a une défiance qui se fait, et au bout du compte, soit parce qu'il y a une défiance à l'égard du peuple lui-même. Ça date pas d'hier, mais petit à petit, il vaut mieux ne pas trop demander au peuple son avis, c'est plus simple de faire sans lui. Donc il y a une mutation comme ça du regard sur le référendum, politique, juridique. C'est vraiment vous voyez, je vais retracer le fil, hein, mais c'est vraiment une petite histoire un peu toute simple à comprendre qui se fait par quelques repères. Donc quel est le résumé qu'on peut faire? Résumé, il est vraiment, vous allez voir, il est bête comme chou en quelque sorte, et il est si simple. Je vous assure que c'est vrai, il est si simple. Qu'en le reprenant, on est sidéré par la force du propos. C'est-à-dire que les politiques sont assez clairs dans leur défiance à l'égard du référendum. Vous voyez, la contre-histoire, comme dit Michel Onfray, la contre-histoire, elle n'est pas très compliquée à échafauder. Les intentions sont claires, les mots sont assumés, la chose est faite. Alors, premier lieu, je précise, dans le livre, je ne remonte pas à Mathusalem. Hein. Je fais un petit peu, je rappelle un peu la naissance de tout ça à la Révolution française, mais je concentre le tir en quelque sorte sur les institutions françaises de la Ve République, donc de Gaulle à Macron, hein, pour aller simple. Au premier temps, on va dire, jusqu'au général de Gaulle, encore une fois, je ne vais pas remonter au Xe siècle, jusqu'au général de Gaulle, le référendum est un outil qui est totalement accessoire. Il existe dans la Constitution française, il existe, il est là, il est nommément, si vous voulez, il est nommément appelé, le mot existe, mais il n'est jamais pratiqué. En fait, on va dire après la Seconde Guerre mondiale. Avant, alors ce qui se joue, je fais simple, de la Révolution française à 1946, en somme, hein, je vais vite en besogne, hein, vraiment. Hein, j'ai un ami dans l'assistance qui connaît bien cette histoire, qui va me dire que Guillain c'est plus compliqué que ça. J'en ai bien conscience, mais je fais simple. En fait, pendant de la Révolution à la Seconde Guerre mondiale, le référendum a souffert d'un mauvais œil, si vous voulez, il a souffert d'une mauvaise réputation, c'est que l'instrument est devenu plébiscitaire. C'est-à-dire qu'on l'a utilisé non pas pour poser une question aux Français, mais notamment Napoléon III, mais il n'est pas le seul, l'a utilisé pour, si vous voulez, pour asseoir son pouvoir sur le peuple, c'est-à-dire pour se servir du référendum pour justifier son pouvoir. Ce qui fait que, grosso modo, pendant 170 ans, encore une fois, il y a des périodes, mais pendant 170 ans, le référendum a une vertu purement plébiscitaire, ce qui fait que les parlementaires notamment, mais pas que, vont avoir une sorte de défiance à l'égard du référendum, parce qu'on sait que l'exécutif au sens large, le chef d'État, d'accord, a une facilité, il détient c'est une carte, c'est un atout, on va dire, de jouer le peuple contre les élites, de jouer au peuple, de s'en remettre au peuple pour satisfaire son pouvoir. Donc, on joue une histoire de défiance progressive, ce qui fait que les politiques n'en veulent plus, parce qu'ils ont conscience, quelque part, que le référendum a mauvaise presse. C'est la carte à ne plus sortir de son chapeau, ou de sa manche. Donc on a cette relation tourmentée pendant un bout de temps. Là, il se produit quelque chose d'assez magique au XXe siècle,
Ça arrive de temps à autre tout de même. C'est pour ça, même dans l'obscurantisme des ténèbres, parfois une petite voix s'élève, ça existe. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un homme qui va gagner la guerre, évidemment Charles de Gaulle, il dit la chose suivante. Et là, vous voyez, je vais vite en besogne, mais la formule est sympathique et elle est très agréable, aux oreilles aujourd'hui d'autant plus. De Gaulle, en pleine guerre, dit « Si on sort de là, donc si la France s'en sort, il y a 2 principes à restaurer. La souveraineté, ça, on s'en doute, mais surtout, il ajoute, le jour où la souveraineté devrait être rétablie, il faut qu'elle en passe exclusivement par un vote populaire. » Ce qui veut dire que De Gaulle sait qu'en sortant de la guerre, le salut de la nation se jouera exclusivement par un vote populaire, pas autre chose. Donc ça veut dire que la solution, et il dit ça en 41, c'est-à-dire un moment où les carottes sont cuites, en tout cas à première vue. Je veux dire, ça se passe très mal quand même, hein. Campagne en Russie, etc. Je ne vais pas refaire l'histoire de la guerre. Ça veut dire que le référendum est nommément perçu dans le discours politique comme la carte pour s'en sortir. On ne pourra pas faire autrement. Il faudra que le peuple tranche la future constitution, si tant est que la France s'en sorte. Là, on en arrive à 1946. Et encore une fois, je fais un raccourci. 1946, c'est-à-dire la 4ème République. Régime ultra-parlementaire, le fameux régime des partis, pour reprendre la formule de De Gaulle, c'est-à-dire un régime assis sur un législatif extrêmement fort, un Parlement qui peut tout, un gouvernement aux ordres du Parlement, et donc vous savez, un régime d'assemblée, c'est-à-dire l'Assemblée peut tout, l'exécutif est très faible, et donc on a ce régime fragile qui va être brinque-ballé par la guerre d'Algérie, encore une fois je vais un peu vite, qui fait qu'effectivement on a le retour anticipé de De Gaulle en 58. Mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'en 46, la Constitution dont De Gaulle ne veut pas inscrit le référendum, mais précise noir sur blanc que le référendum ne servira potentiellement qu'en matière constitutionnelle. En gros, et c'est simple, ça veut dire que tant qu'on ne touche pas à la révision des institutions, il n'y aura pas de référendum. Vu qu'il n'y a pas de révision, il n'y a pas de référendum. Donc on passe 12 ans d'institutions, 46-58, avec des parlementaires tout-puissants, un référendum qui n'existe pas, enfin qui existe mais qui n'est pas pratiqué, et une période où en fait on a, il faut être simple, c'est ce que j'explique dans le livre, un référendum qu'on a écrit pour faire bien. C'est-à-dire qu'on a inscrit le référendum, mais tout le monde savait très bien, tout le monde savait que, je veux dire, j'aime bien l'expression que j'ai employée, non pas pour m'autociter, mais je veux dire, on savait d'avance que les référendums seraient rares comme un merle blanc. On n'aurait pas, c'était une carte perdue d'avance. Mais il fallait le faire, si vous voulez, c'était de la cosmétique, voilà, c'était du détail, c'était un parfum, une odeur un peu sainte. Donc évidemment, la Constitution de 1946 meurt de sa belle mort en 58. Le général de Gaulle revient. Voilà, là encore une fois, je ne fais pas le retour du général en détail. C'est pas du tout l'objet de notre discussion. Donc de Gaulle revient. Et là, voyez-vous, c'est le maître mot de l'histoire que nous vivons depuis 60 ans. Et là, je pèse mes mots. Si le référendum est impossible, il est en fait impossible depuis 1958. On n'a pas découvert qu'il est impossible récemment. En réalité, je vais un peu vite, mais je vais y revenir. Aujourd'hui, on nous dit qu'il est impossible sous Emmanuel Macron, parce qu'en fait, Emmanuel Macron dit qu'il est impossible exactement comme tout le monde disait qu'il était impossible en 1958. Donc, en 58, De Gaulle rédige, il n'est pas seul, hein, il a, je raconte ça dans le livre, évidemment Michel Debré, René Capitan et d'autres qui l'écrivent avec lui. Hein, il est soit dit en passant, on a souvent, je dis ça parce que c'est quand même un truc intéressant, on a souvent dit du général de Gaulle qu'il donnait les indications sur la rédaction de la Constitution et que d'autres le faisaient pour lui. Donc en gros, c'était une tête pensante qui n'y connaissait pas grand-chose et derrière, il avait des assistants pour rédiger, on va dire ça comme ça, des collaborateurs, comme on dirait aujourd'hui. En réalité, De Gaulle, il savait exactement ce qu'il voulait et il paraît qu'il était tellement féru de droit constitutionnel que même les constitutionnalistes à côté de lui étaient sidérés par sa capacité de rédaction et par sa perspicacité. C'est-à-dire, c'était un juriste sans le savoir, quoi. Bon, c'est souvent le cas de ce type d'homme d'État, même si on n'en a pas depuis maintenant bien longtemps. Donc, en 58, il rédige la Constitution en sachant pertinemment que l'objectif, c'était de libérer le référendum du carcan, des interdits. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a simplement, et c'est fascinant à lire, hein, il a pris l'article 3 de la Constitution de 46, mais il a enlevé la précision sur la révision constitutionnelle. En gros, il a dit
Le référendum, c'est pas une exception, ça doit devenir la règle. C'est plus de la cosmétique, c'est le cœur du réacteur. C'est le bras bionique de la Ve République. En enlevant 2-3 mentions, il a juste écrit la chose suivante: la souveraineté la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Ce qui veut dire que, en clair, la démocratie quotidienne, la loi, d'accord, dans la vie de tous les jours, hein, la loi est du ressort du Parlement, mais en même temps que la démocratie quotidienne est du ressort du Parlement, le peuple a son mot à dire dans toutes les matières possibles. C'est pas un artifice, c'est pas une exception. Contrairement à ce que l'Europe tente de nous faire croire, dans ces traités extrêmement confus, mais je vais en parler tout à l'heure, c'est pas un addendum en page 47, B12, salle 317, vous voyez le truc que personne ne comprend, qu'il faut lire quand on est juriste, vous voyez la clause contractuelle atroce en page 48, c'est une alternative officielle en page 1, article 3. D'accord ? Mais là où l'impossibilité commence, c'est qu'en fait, en 58, les élites laissent De Gaulle rédiger ça parce que les élites ont besoin de lui. Mais les élites ne veulent pas que le référendum soit employé. Donc on espère faire comme avant. C'est-à-dire l'avoir rédigé, mais le laisser dans le grenier des interdits. L'avoir là, mais pas en activité. Donc en gros, sur le texte, mais pas dans la vraie vie. C'est pratique pour tout le monde. Donc ce qui se passe, et là vous allez voir, l'histoire est simple. Hein. Encore une fois, c'est limpide, c'est tellement caricatural qu'on a du mal à le croire. Donc en 58, De Gaulle arrive au pouvoir, il est rappelé contre tout le monde, parce qu'on sent bien que la guerre d'Algérie, c'est pas possible, il faut quand même que quelqu'un règle ce problème dont on ne sort pas. Donc on rappelle De Gaulle qui devient le dernier président du Conseil de la 4e, et donc le rédacteur de la Constitution de la Ve République. Et là, tout commence. On rédige la Constitution, le référendum est désormais là, a priori tout est formidable, on peut avancer. Mais l'histoire est une histoire d'un duel, d'une lutte à mort. En réalité, De Gaulle va utiliser le référendum comme personne. Il l'utilise en 61, en 62, on a 3 référendums en 2 ans, hein, je veux dire. Vous savez, j'ai tendance à dire, ça paraît presque délirant en termes statistiques. Nous vivons aujourd'hui à l'aune des chiffres, vous savez, le règne des statistiques permanents et des sondages. On a quand même sous De Gaulle 5 référendums en quelques années. 5. La Constitution de la Ve République est évidemment ratifiée par référendum. On a 2 référendums sur l'Algérie. On a un référendum sur l'élection du président au suffrage universel direct en 62. Et on a un référendum sur la rénovation du Sénat et la régionalisation en 69 par référendum. Donc c'est peut-être que statistique, mais on a 5 référendums en 11 ans. Ça veut dire que les Français, tous les 2 ans, sont appelés aux urnes. Tous les 2 ans. Aujourd'hui, ça fait 18 ans qu'on n'a pas vu un référendum. Encore une fois, c'est statistique, certes, on me dira que c'est du populisme juridique, peut-être, mais tout de même, de temps en temps, rappelons les chiffres. Et en fait, ce qui va se produire durant ces 12 ans, c'est qu'à chaque fois que De Gaulle référende, chaque fois qu'il fait un référendum, sur l'Algérie française, si vous voulez, ça renacle un peu, mais tout le monde comprend bien qu'on ne peut pas sortir de l'Algérie sans l'appel au peuple. Donc, on en veut, mais un peu, mais pas trop. D'accord ? Je rappelle dans le livre que Le Monde, dès 61, dit, c'est fascinant ça, hein, dès 61, vous allez voir 61-2023, rien n'a changé. En 61, sur le référendum sur l'Algérie, De Gaulle le fait, et le lendemain du référendum, Le Monde écrit, c'est certes la voie la plus démocratique, mais il faudra songer à la réviser pour ne pas trop y toucher. On est en 1961. Premier référendum de la Ve République. Vous voyez, ça vient très vite. Hein. Édito du Monde, 1961. Vous voyez, hein, rien n'a beaucoup changé. Vous savez, on fantasme le retour des heures sombres un peu tous les 3 jours. Là, on a 1961, en 2023, c'est la même tambouille, rien n'a beaucoup changé. Alors là où c'est intéressant, c'est 1962. Pour ceux qui suivent l'actualité, les rencontres de Saint-Denis, Emmanuel Macron, etc., en fait, le vrai laboratoire du référendum, c'est 1962. Donc en 62, De Gaulle veut imposer l'élection du président au suffrage universel direct. Jusque-là, c'est pas le cas. Pourquoi ? Très simple encore, parce que les 2 choses que tous les politiques ne veulent pas, il y a vraiment 2 clés qu'ils ne souhaitent pas. Ils ne veulent pas l'élection du président au suffrage universel direct, hors de question, parce qu'on a bien compris que la légitimité du chef serait plus puissante que la légitimité des parlementaires. Donc c'est un régime que l'ensemble de la caste, on va dire ça comme ça, ne veut pas. Et évidemment, les politiques ne veulent pas non plus du référendum, puisque le référendum, c'est à nouveau
Vous voyez, l'arme absolue, la voix du peuple. Donc c'est les deux clés qu'ils ne veulent pas. Donc en 62, De Gaulle veut ce référendum, enfin il veut la révision de la Constitution pour imposer l'élection du président au suffrage universel direct. En gros, il veut quoi? Il veut être légitime. Il veut être le président de tous les Français et pas le président de quelques représentants. Et là il faut... Je ne veux pas faire vous disiez un thriller politique, je ne sais pas si mon bouquin a ses vertus, j'espère. Là, vous observez, c'est fascinant. Là, vous observez, je le relate parce que je vous assure, reprendre les débats parlementaires en 62, c'est extrêmement instructif. Alors, évidemment, je précise, c'est plus digne que la France insoumise. Hein. On n'a pas... Jean-Luc Mélenchon n'existe pas à l'époque, donc c'est moins grossier, en tout cas c'est moins vulgaire, mais les débats sont tout aussi chargés et beaucoup plus violents qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros, je fais court, quand De Gaulle veut être élu au suffrage universel direct, alors, très simple, il lui faut réviser la Constitution. Pour ce faire, il a deux possibilités. Soit il passe par le canal des parlementaires, donc député plus Sénat, d'accord, c'est une modalité possible, soit, c'est la modalité que tout le monde s'attend qu'il prenne. Le problème, c'est que tous les politiques, en dehors des gaullistes, personne n'en veut. Donc il sait qu'il n'aura pas la majorité à l'Assemblée. Il le sait. Donc, il utilise l'autre canal, qui est le référendum. Mais le problème, et vous allez voir, le lien avec l'actualité est criant, le problème, je vais le dire comme ça et mettre les pieds dans le plat d'emblée, le problème c'est que cette question-là, elle est inconstitutionnelle. Formellement, il n'a pas le droit de demander au peuple son avis sur la question. Il n'a pas le droit. L'article 11 de la Constitution ne permet pas, encore une fois, on en parle beaucoup dans les médias parce que le même problème se pose aujourd'hui sur l'immigration, sur la fin de vie, c'est le même débat. La fameuse question de la constitutionnalité de la question. D'accord ? Donc De Gaulle, on lui dit, mais tu ne peux pas poser la question, parce que la question est illégale. On va dire ça, elle est inconstitutionnelle, tu n'as pas le droit de le faire. Donc c'est une façon pour toutes les élites de lui dire, ce que tu tends à faire, c'est interdit. De Gaulle a, et alors là, il faut le rappeler, il a tout le monde contre lui. Tout le monde. Il a les juges, le Conseil d'État à l'unanimité dit que le stratagème est illégal, il a la caste politique contre lui, la gauche, la droite, il a tout le monde. L'extrême droite n'en veut pas parce qu'à l'époque, l'Algérie française a été gérée sur un mode évidemment que l'extrême droite d'époque déteste. Je veux dire, je vais vite en besogne, mais c'est plus compliqué que ça, je sais, mais tout de même. Évidemment, la gauche n'en veut pas. Évidemment, Mitterrand et vent debout, c'est le coup d'État permanent. Je ne vais pas refaire tout ce débat d'époque. Ce qui veut dire que De Gaulle, il n'a pas 1, 2, 3, 4 personnes, il a tout le monde contre lui. Et il s'en fout. C'est aussi simple que ça. Il s'en fout. Pour une raison toute simple, et la phrase est d'une netteté, je veux dire qu'on aimerait retrouver aujourd'hui. Il dit la chose suivante, il dit, je reprends sa formule, il dit « Ce que le souverain fait, le souverain seul peut défaire ». Ça veut dire que vu que la Constitution appartient au peuple, lui seul, le peuple, peut faire en qualité de souverain ce qu'il souhaite, lui seul peut défaire ce qu'il veut également. Ce qui veut dire, dans son registre, c'est simple, que tant que le peuple légitime, c'est-à-dire dit oui à la question qui lui est posée, peu importe la légalité de la question. Seul le peuple rend légitime ce qui est légitime et légal ce qui est légal. C'est la seule question à se poser. Ce qui signifie concrètement qu'en 62, le combat est binaire. Tant pis si la question n'est pas constitutionnelle, je la pose au peuple quand même. Donc, il référende contre l'avis de tout le monde. Évidemment, la leçon est simple. Branle-bas de combat. Le mot est quand même fort. Je ne m'attarde pas longtemps sur ces lexiques. Encore une fois, j'explique ça dans le bouquin en détail. Mais l'insulte est quand même forte. C'est une insulte, je veux dire. Enfin, c'est une insulte. Le qualificatif est quand même puissant. Le président du Sénat d'époque, Gaston Monnerville, qualifie la stratégie, le stratagème du général de Gaulle comme une forfaiture. C'est-à-dire, en gros, une haute trahison. On en est là, quand même. Hein. Le sauveur de la France... On considère de lui que c'est un traître à son pays, parce qu'il utilise la Constitution pour poser la question au peuple. Évidemment, le référendum contre vents et marées a lieu, les Français votent oui à une écrasante majorité, et l'histoire se poursuit. Encore une fois, je fais un peu plus court, je suis obligé d'abréger un peu. Ce qui va se produire, c'est très simple. 7 ans plus tard, on remet le couvert. 1969,
dernier référendum du général de Gaulle. Et là, bis repetita. De Gaulle veut référander, il veut rénover les institutions. D'ailleurs, je raconte dans le livre, et ça, je vous assure, c'est une histoire passionnante. Pour moi, c'est à titre personnel, hein, le grand référendum manqué de nos institutions, c'est celui de 69. On en parle assez peu, on en entend assez peu parler, et on s'aperçoit de l'œuvre magistrale du général de Gaulle en 69. Je ne vous cache pas que ça fait 2 ans que le préfacier de mon livre, c'est-à-dire Michel Onfray, me tanne pour que je m'intéresse à ce référendum de 69. Je suis obligé de reconnaître qu'il avait raison. Le référendum de 69, c'est un référendum merveilleux, parce que c'est une vraie philosophie politique qui présidait à ce référendum. Je le raconte dans le bouquin, là j'ai pas le temps de le raconter en détail. C'est en gros la grande rénovation sociale que la France a manqué, mais j'ai pas le temps de m'y attarder. Donc, en 69, de Gaulle référende de nouveau. Et en fait, à nouveau, il référende envers et contre tout. C'est-à-dire que la plupart des partis politiques ne veulent pas du référendum de 69. Et on rejoue, vous voyez, un match retour de 62. À nouveau, c'est lui contre tout le monde. C'est un match retour, ni plus ni moins. Sauf que là, mai 68 est passé, le match retour est perdu par De Gaulle, et là, De Gaulle démissionne. De Gaulle démissionne. Et nous avons là, mesdames et messieurs, la mort du référendum, pour une raison simple, c'est que pour De Gaulle, le pendant, et il n'y a pas que De Gaulle, hein, je n'ai pas besoin d'être gaulliste pour le comprendre, pour De Gaulle, le référendum a une vertu principale, une vertu de responsabilisation. C'est-à-dire qu'on a droit de jouer le peuple contre les élites, on a le droit de poser la question interdite à une condition. Si on perd le référendum, on part. Ça veut dire que le référendum peut tout, le souverain, seul le souverain peut faire, seul le souverain peut défaire, le peuple peut tout, c'est l'ADN, mais à une condition, c'est que cet instrument, quand vous le jouez, vous vous en remettez à l'assentiment populaire. Si le peuple vous sanctionne, vous partez, terminé. Raison pour laquelle, le fameux jour de 69, lorsqu'il part, on a un communiqué de presse laconique où De Gaulle, en 2 phrases, dit « Je pars ». Et c'est terminé. Et en fait, avec ce départ du général de Gaulle, c'est la fin. C'est la fin parce que d'une part, et là, vous allez voir, c'est très simple, parce qu'après, c'est 50 ans de décadence. C'est un peu facile de dire ça comme ça, mais en gros, c'est ça. C'est d'une part la dernière fois qu'un homme politique, que le chef d'État remet son mandat en jeu. C'est la dernière fois. Pompidou, Mitterrand, Chirac, etc. ne vont plus une seule fois annoncer leur démission lors du référendum. C'est-à-dire c'est fini. Ce lien entre référendum et responsabilité a disparu en 69. 69. Hein. C'est-à-dire il y a quand même un petit bout de temps. Je veux dire, depuis 50 ans, il y a une corruption, je veux dire, qui s'est installée. Quoi. Ça ne date pas d'hier. Donc premier élément, 69, cet élément-là disparaît. Et deuxième chose qui disparaît, en fait, petit à petit, à partir de là, c'est le référendum en tant que tel. Alors là, je poursuis l'histoire. Hein. Vous allez voir, c'est passionnant, en fait. Hein. En 70, son successeur, Georges Pompidou, il a cette phrase terrible qui annonce toute notre modernité. Tout. Tout est dit dans une phrase. Vous savez, je veux dire, je prétends pas grand-chose avec mes livres. J'essaye simplement, juste c'est une incise. Vous me demandiez tout à l'heure, Isabelle, pourquoi j'écris. Parce que j'ai le sentiment quand même que dans notre monde, où on nous raconte un peu tout et n'importe quoi constamment, on nous dit souvent, vous savez, c'est plus compliqué que ça en a l'air, pour nous interdire de voir. En fait, il suffit de prendre, vous savez, il suffit de prendre les textes et de les lire. Hein, c'est pas compliqué. Et tout, d'ailleurs, avec Internet et un peu de jugeote et un peu de temps, tout est là. En fait, en 70, Pompidou donne une conférence de presse à Nouvel An. Vous savez, les fameux vœux présidentiels à la presse. Et Pompidou dit la chose suivante en 70, il dit « Il est urgent de référander, peu importe la question, parce que si on ne le fait pas, l'outil va tomber en désuétude. » Ça veut dire que Pompidou sait que si on laisse l'instrument au placard, on va le laisser mourir à petit feu. Parce qu'il sait que par la suite, on ne l'utilisera plus. Donc il faut mettre l'outil, il faut remettre l'ouvrage sur le métier tout de suite. Donc Pompidou, qui a plein d'autres défauts, mais tout de même, qui veut mettre les pantoufles dans les chaussures à papa, donc dans les chaussures de Charles de Gaulle, Pompidou sait que le code génétique du référendum, donc la démocratie directe, va crever si on la laisse crever à petit feu. Donc il faut référander. Et qu'est-ce qu'il fait ? Là, et alors là, vous allez voir, là, l'histoire tragique commence de l'Europe. L'Europe débarque ici. Pompidou, il se saisit la question européenne pour la première fois. On est en 71. Pompidou veut absolument un référendum, mais il ne sait pas quelle est la question. Donc vous voyez,
c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus comment poser la question. Pompidou dit la question, peu importe, il faut référander. Vous voyez, c'est une manière de dire, il faut donner au peuple la parole, peu importe la façon dont on va lui donner et la question qu'on va poser au peuple. Là, débarque l'Europe. L'Europe, à l'époque, vous savez, c'est une Europe à 6. C'est encore un club de gens qui se connaissent un peu. Vous voyez, c'est pas un continent ouvert et des élargissements comme aujourd'hui, vous avez vu, on nous annonce maintenant des élargissements à 37, 38, 40 pays, pourquoi pas 72, je veux dire, et ça va être discuté dans les prochaines semaines, paraît-il, dans les prochains mois. Donc, on est encore à 6 en Europe, Pompidou référende. Et ce qu'il fait, c'est qu'il se saisit de la question de l'élargissement de l'Europe, notamment au Royaume-Uni, en référendant sur cette question. En gros, il dit au peuple français, voulez-vous ou non qu'on élargisse l'Europe? Et là, vous allez voir, l'histoire tragique commence. C'est-à-dire que, pour moi, en tout cas, c'est mon analyse que je défends dans le bouquin, ça j'y tiens, mais je ne veux pas être le seul à tenir à ça, mais je pense que ça ne me donne pas tort. En fait, vous allez voir que 72-2005, l'histoire des Français avec l'Europe, c'est le contraire de ce qu'on nous raconte. On nous dit, vous savez, à l'époque, les Français aimaient bien l'Europe et ils les aiment moins maintenant. À l'époque, les Français étaient pro-européens, mais les crises, l'économie, ça va de moins en moins bien. Les Français sont moins européens maintenant. Non, non. En fait, l'histoire des référendums et d'Europe, c'est que les Français n'en voulaient pas, ils n'en veulent toujours pas. C'est simple. En 72, on pose la question de l'Europe aux Français. Donc, tout le monde s'attend à un raz-de-marée. Vous savez, c'est les 30 glorieuses, hein, à peu de choses près. Il n'y a pas encore le choc pétrolier, Giscard n'est pas là, je veux dire, la crise n'est pas là. Je veux dire, la France se porte bien. Théoriquement, je veux dire, il n'y a pas encore des meurtres, des islamistes dans tous les coins. Je veux dire, à première vue, ça va. Et donc, Pompidou se dit, j'ai un référendum tout fait, c'est bon, on peut y aller. Et il est sûr du résultat. Et en fait, en posant la question de l'élargissement aux Français, les sondages baissent petit à petit. On a 85% de oui dans les premiers temps de la campagne. Puis 82, puis 80, puis 78, etc. Et ça baisse, et ça baisse. On arrive à 60% de oui. Alors, vous me direz aujourd'hui, c'est merveilleux, 60% de oui. Sauf que, à l'époque, on n'est pas habitué à des aussi mauvais scores. C'est-à-dire qu'à l'époque, les Français, lorsqu'ils votent dans le cas d'un référendum, on atteint des vrais scores, c'est-à-dire, vous savez, un satisfecit, on a oublié ça. Mais des référendums à 75, 70, 80%, des référendums qui montrent un engouement. Mais surtout, et surtout, c'est ça le fond de l'affaire, on a une abstention à 41%. À l'époque, une abstention à 41%, c'est un drame. Là encore, on l'a oublié, parce qu'il y a une telle abstention massive aux élections européennes, etc., qu'aujourd'hui, ça nous paraît logique. Vous savez, aujourd'hui, on dit, on se demande même si on va voter. Vous voyez, quand le dimanche arrive, on se dit, bon, de toute façon, Macron-Le Pen, on sait que Macron va gagner, pas la peine de se déplacer. Enfin bref, c'est un discours qui se répand. Vous voyez. Donc à l'époque, on a 40% d'abstention, un référendum qui passe bien moins bien que prévu, et surtout, cette phrase de Georges Pompidou, qui, au bord des larmes, dit à l'un de ses aides de camp, qui lui dit « C'est un échec personnel, j'aurais du mal à m'en relever. » C'est un échec personnel. C'est-à-dire que pour lui, une abstention à 40% et un oui fragile, c'est un échec. Un échec. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? La chronologie se poursuit, c'est-à-dire que pour moi, à mon sens, tout se joue là. En fait, entre 71 et 72, on va poignarder le référendum. En 71, parce que, ça j'explique, j'ai pas le temps de le faire, mais ça j'explique dans le livre en détail. En 71, parce que, si vous voulez, dans les débuts 70, on va dire ça, début des années 70, on a Pompidou et De Gaulle qui vont, si vous voulez, dans l'ombre de leur départ, enfin du départ de Gaulle et dans l'ombre du décès de Georges Pompidou, on a un individu qui est le président du Sénat, qui va par 2 fois gérer les affaires courantes en l'absence du président en exercice, puisque d'abord il y a un départ puis une démission. Selon l'ordre protocolaire, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim, qui s'appelle Alain Poher. Et ce que fait Alain Poher, et je fais le lien avec le référendum de 72, parce que tout est lié là, la tragédie se noue là. Alain Poher, président du Sénat, président du Parlement européen, va imposer la Convention européenne des droits de l'homme à la France, d'accord, dans le dos des Français. De Gaulle a toujours refusé la CEDH, il n'en veut pas. Pompidou l'a refusé aussi, d'accord. Poher, en 74, il fait un intérim de 50 jours, et en 50 jours, il impose, si vous voulez, les juges européens, on dirait ça aujourd'hui, dans l'ombre d'un intérim dans lequel il n'a jamais été élu. Donc on a un président non élu qui profite du décès du président pour assurer un intérim dans le cadre duquel il initie ce qu'on appelle aujourd'hui le gouvernement des juges, c'est-à-dire la mainmise des juges européens.
il faut se rendre compte, et je pèse mes mots, du délire que c'est, de l'apocalypse sur pied. C'est-à-dire un homme non élu, président du Parlement européen, qui fait un intérim de 50 jours, qui est illégitime, rigoureusement, dont les gaullistes disent à l'époque, la seule chose qu'il a droit de faire, c'est gérer la cuisine. C'est-à-dire, c'est l'homme au fourneau. Vous voyez, on ne fait pas grand-chose et on gère jusqu'à que quelqu'un soit élu. Il impose la Convention des droits de l'homme, il le fait évidemment sans référendum. Il ne faut surtout pas demander l'avis aux Français. Vous savez, plus on est européen, moins on aime le référendum. Vous allez voir, je vais y revenir. C'est une donnée. Si vous êtes européen, vous ne pouvez pas être pour le référendum. Si vous êtes pour le référendum, vous ne pouvez pas être européen. C'est presque une équation, je veux dire, aussi simple que ça. Donc, il impose la Convention des droits de l'homme de cette façon-là. Il fait 2 intérims successifs. Je fais le lien avec le référendum de 72. Parce qu'il refait un intérim en 74. Donc, au moment où Pompidou décède et va arriver Valéry Giscard d'Estaing. Pourquoi ? Très simple. Parce que l'élection de Giscard correspond au premier mandat sans référendum, comme par hasard. Premier mandat, 7 ans sans référendum. Giscard aurait cette phrase formidable à la fin de son mandat, il dira, il dira « Je n'ai pas trouvé la bonne question, mais si je suis réélu, j'en trouverai peut-être une. » Ce qui veut dire, en gros, je référenderai jamais. Il aurait fait 4 mandats, il n'aurait jamais référendé. Je veux dire, c'est une évidence. D'ailleurs, juste, je raconte dans le livre, il fait plusieurs révisions des institutions. Giscard fait une révision fondamentale, il révise le Conseil constitutionnel, raison pour laquelle le Conseil constitutionnel nous impose aujourd'hui de ne pouvoir rien faire. Vous savez, chaque fois qu'on essaye en France de faire un truc, Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, descend et nous dit « Attention, on ne peut rien faire, parce que les juges, de toute façon, vont interdire la question de référendum. » J'y reviendrai peut-être. Donc là, tout se joue en 74. Donc, premier mandat avec Giscard, où, évidemment, Giscard, le plus grand européen, je veux dire, de l'époque, donc qui ne référende pas, et qui nous dit à la fin des années 70, si j'ai une question un jour, je référenderai. Évidemment, il n'y en a pas. Là, on arrive à François Mitterrand. Mitterrand aussi, le bon européen. Vous savez, Mitterrand, cette grande phrase qu'on récite toujours, « La France est notre présent, l'Europe c'est l'avenir ». Donc, Mitterrand, deux mandats, 2 fois 7 ans, on en a pour 14 ans. 14 ans de Mitterrand. Alors, là aussi, histoire très simple, je vous assure, tout est dans le bouquin. Je ne veux pas le vendre, enfin si, évidemment, l'objectif est quand même de vendre des livres, mais je ne suis pas là que pour ça. L'objectif, c'est surtout de transmettre un peu quelque chose. Donc, Mitterrand, très simple, il est élu en 80 en disant « on va référender », notamment sur la question du nucléaire. Bon, évidemment, il ne référende pas, et surtout, vaste fil rouge des référendums, c'est la fameuse question du quinquennat. Vous savez, le quinquennat, en 2000, on le fera. Mais enfin bon, bref. En 80, Mitterrand a dit, oui, on va peut-être référender sur le quinquennat, il y aura peut-être une révision, on verra. D'accord ? Évidemment, 14 ans de Mitterrand, zéro référendum. Enfin si, référendum, je vais y revenir, mais surtout 0 référendum sur le quinquennat. D'accord ? Et alors là, la phrase merveilleuse de Mitterrand à la fin de son règne, il dira, merveilleux, hein, ça, vous allez voir, là on sent vous savez, la vraie Dupri, comme ça, vous savez, le Florentin en diable, qui dira à la fin de son mandat, mon prédécesseur aurait pu le faire, moi formellement, c'était difficile, c'était délicat. Mon prédécesseur aurait pu le faire. Ce qui veut dire qu'en 1994, après 14 ans de mandat, il blâme son prédécesseur, c'est-à-dire Giscard, de ne pas avoir fait un référendum sur le quinquennat qu'il aurait pu faire pendant 14 ans. C'est merveilleux. Et il dira, mais il sera urgent de le faire, il sera bon que mon successeur le fasse. C'est merveilleux. Voilà. Donc en gros, je ne ferai rien, je ne l'aurais pas fait. Si j'avais su, je l'aurais fait un jour. Enfin bref, c'est merveilleux, on peut jouer à ça très longtemps. Donc, venons-en. Je disais, l'Europe en 72, c'est un oui mineur, fragile, problématique, etc. Mais on a un oui. Donc, on pourrait me reprocher, on pourrait me dire, tu vas vite en besogne, finalement en 92, on s'en sort pas si mal. Alors, le fameux référendum de 92 sur Maastricht. Ça ne parle pas aux plus jeunes. Je vous avoue que j'avais 8 ans et je me rappelle d'un climat familial qui était des discussions sur Maastricht. C'était un mot qui résonnait, je veux dire, chez moi. J'ai entendu parler de ça. Alors, là-dessus, très simple. Et vous allez voir, c'est merveilleux. Mitterrand, on lui pose la question, comment vas-tu faire sur Maastricht ? Il a 2 choix. Mitterrand a 2 choix sur Maastricht. Comme en 62, le général de Gaulle. 2 choix. Soit l'Assemblée, le Parlement, soit s'en remettre au peuple français. On peut ratifier l'Europe par 2 voies. C'est pas compliqué, hein, 2 voies. Mitterrand a le choix. Qu'est-ce qu'il fait, à votre avis ? Très simple, il veut passer par l'Assemblée. Évidemment. On va quand même pas demander au peuple de valider la question européenne.
Et là, il a cette phrase merveilleuse, phrase qu'il donne à la presse. Il dit « référender, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. » C'est-à-dire demander au peuple souverain de se prononcer sur un traité qui est un traité qui signifie du jour au lendemain que nous ne sommes plus souverains, parce que Maastricht, c'est ça. C'est la souveraineté, ça existait, mais demain, il n'y en aura plus. Hein. D'accord ? Je suis désolé, c'est plus compliqué que ça, mais ça ne l'est pas en réalité. Il n'y a plus de frontières, il y a la libre circulation. Je veux dire, c'est d'une simplicité ultime. Maastricht nous a enseigné que la France n'est plus souveraine, qu'on le veuille ou non. En 92, donc, il nous dit en une petite phrase, référender, c'est trop compliqué. Donc, il ne veut pas. Surgit là le dernier gaulliste des années 90, le héros des gaullistes, je veux dire, certainement oui, on peut le dire, je n'évente rien pour les quelques gaullistes qui restent en activité, les vrais, je veux dire, vous savez, pas les gaullistes nouvelle génération, c'est-à-dire ceux qui prétendent l'être sans l'être jamais, enfin bref, c'est-à-dire la droite, quoi, en gros, enfin la plupart des gens. Donc c'est Philippe Séguin qui, en 92, a un discours massif. Je ne vous ferai pas l'insulte de rappeler ce discours, parce que pour beaucoup de gens, c'est le dernier grand discours de nos institutions, un discours qui fait 2h30 à l'Assemblée nationale, le dernier grand discours, où Séguin, dans un calme hallucinant, d'une voix tragique, a cette phrase terrible, il dit il faut référender, donc il pousse au référendum, donc il veut acculer Mitterrand par une phrase qui aujourd'hui nous ferait passer pour les pires des complotistes. Il nous dit il faut référender pour sortir, je cite, de la conspiration du silence. De la conspiration du silence. C'est-à-dire que pour Séguin, l'Europe s'est faite dans le silence des traités, des jurisprudences et des experts. Donc il dit il faut sortir de la conspiration du silence. La seule façon de le faire, c'est le référendum. Et là, il y a, je passe le détail, je raconte dans le bouquin, toute une montée en mayonnaise, et Mitterrand, acculé, décide de référender, malgré lui, et contre lui, tout en disant « Je pensais le faire depuis le départ, c'était la meilleure des solutions. » Vous voyez, c'est merveilleux. Je pensais pas le faire, je voulais pas le faire, mais finalement, quand même, depuis le début, j'y songeais un peu. Il fait le référendum, et là, vous savez, ça se joue à pas grand-chose, il y a le débat Mitterrand-Séguin, je passe les détails de la chose, et donc on se retrouve avec un oui qui l'emporte à 500 000 voix. Donc vous voyez que 72, le oui l'emporte, mais l'abstention est massive. 92, on a un petit oui maigre, et donc l'Europe passe à pas grand-chose, avec vous savez, une campagne qui... la campagne de 92, je la rappelle dans le livre, je pense que la plupart des gens ici s'en rappellent, c'est qu'en gros, vous votiez oui, vous étiez quelqu'un d'intelligent, vous votiez non, vous étiez... au mieux un imbécile, au pire un fasciste. Voilà, en gros, donc il n'y avait pas trop le choix. Voilà. Alors pourquoi je rappelle ça ? Parce que 2005, et c'est le clou du spectacle, on a souvent tendance à penser que 2005 c'est un coup de Trafalgar. Moi je pense pas. C'est la fin d'un récit en 3 temps. 72, un oui fragile. 92, un oui au forceps, on va dire ça comme ça, un oui qui se joue à rien, je veux dire. Et après, 2005, la grande catastrophe pour les européistes, c'est-à-dire la mort du le référendum, le grand non français. Alors, là où c'est passionnant, c'est que, je disais, en gros, c'est une valse à 3 temps. Voilà, une valse à 3 temps. Le dernier temps, il est très simple. C'est qu'en fait, on rejoue 92. 2005, Jacques Chirac est élu depuis longtemps. Ça fait 10 ans qu'il est là. Évidemment, c'est la Chiraquie en fin de règne. Je ne sais pas si pour ceux qui se rappellent, c'est les années Raffarin. Vous savez, la route est droite et la pente est forte. J'ai mes rondeurs, mais aussi mes certitudes, enfin, etc. Jean-Pierre Raffarin. Quoi. Et c'est aussi les années Dominique de Villepin, vous savez, l'homme de la dissolution, le stratège de la dissolution de 97. Voilà. L'homme qu'on a revu ces derniers jours pour nous parler d'Israël et de la question israélo-palestinienne. Donc, Chirac, exactement comme Chirac ne veut pas comme Mitterrand ne veut pas du référendum. Il n'en veut pas. Alors, Chirac n'en veut pas pour 2 raisons. Simple. Hein. Vous savez, Jacques Chirac, paix à son âme, était un animal politique, tout le monde s'accorde à le dire, brillant en campagne, très mauvais en exercice. Donc, il a fait deux erreurs en exercice, c'est-à-dire qu'en 97, il a dissous l'Assemblée nationale, donc il a perdu, d'où la cohabitation de 97. Donc, évidemment, il se dit en 2005, oula, quand je demande l'avis au peuple français, en général, ça tourne mal, quoi. Et puis en 2000, il a déjà fait un référendum sur la dissolution. Sur le quinquennat, pardonnez-moi. Et le référendum sur le quinquennat, c'était aussi un désastre, parce que tout le monde pensait que c'était merveilleux, personne n'est venu voter. Il faut se rappeler, en 2000, on a un oui à 75%, etc., peu importe, mais surtout, on a une abstention à 75%. Donc en fait, on a un référendum dont tout le monde se fiche intégralement. Donc vous voyez, lui qui rêvait, vous voyez, d'un
Il rêvait des référendums qui le dynamisent, qui lui donnent un second souffle. C'est une catastrophe. Donc en 2005, il se dit, oulala, il vaut mieux pas trop demander l'avis au peuple, ça tourne mal, quoi. Donc, 2004, il veut pas. Il veut pas référander. Et là, il a ce mot magique, Jacques Chirac, vous savez, c'est le mot des... Vous savez, aujourd'hui, on aime, on aime gagner du temps. Emmanuel Macron, d'ailleurs, nous joue le jeu depuis environ 6 ans. Et on gagne du temps. Donc, vous savez, on attend de voir. Donc, on attend de voir sur le référendum, on attend... Enfin, bref. Enfin, on va jouer ça encore longtemps, certainement. Donc, Chirac attend de voir. Et il attend de voir jusqu'au moment où, et là, c'est le coup de Trafalgar, c'est le Royaume-Uni. Tony Blair, au Royaume-Uni, dans un pays qui ne pratique jamais le référendum, Tony Blair dit on fera un référendum au Royaume-Uni sur la Constitution européenne. Tony Blair annonce un référendum. Alors là, en France, ça commence à bouger. Et là, vous voyez, je le rappelle dans le bouquin, tous les hommes politiques qui ne voulaient pas du référendum 2 mois plus tôt changent d'avis 2 mois plus tard parce que Tony Blair a voulu référander. Alors, c'est merveilleux. Hein. Pierre Moscovici, qui nous disait 2 mois plus tôt, on n'aura pas de référendum parce que c'est antidémocratique. Ça, c'est merveilleux. Antidémocratique, le référendum. C'est toujours merveilleux, ce genre de formule. Pas mal, quand même. Il faut réfléchir au terme, vous voyez, de temps en temps. Référendum antidémocratique. 2 mois plus tard, dit, si les Anglais le font, on ne peut pas faire autrement, ce serait confisquer la souveraineté. Vous voyez, donc 2 mois, changer d'avis, etc., pas mal. Bref, mais il n'est pas le seul. Hein. Nicolas Sarkozy nous dit, 6 mois plus tôt, c'est trop compliqué pour les Français. Il a une autre expression, il dit, je ne pense pas que ce soit le meilleur des moyens. Je ne pense pas que ce soit les meilleurs des moyens. 6 mois plus tard, Nicolas Sarkozy dit, je suis d'une famille gaulliste. On ne peut quand même pas voter une Constitution européenne sans poser la question au peuple. Il n'y a que cette méthode pour le faire. Merveilleux. Oui, bon, changement de religion, etc., c'est pas la première fois, ça s'appelle la politique. Alors, on arrive en 2005, et donc je finis cette histoire, donc on a Tony Blair d'un côté, les hommes politiques de l'autre, mais c'est pas le seul. Hein, et là, on a les souverainistes et les gaullistes qui tiennent un peu, les gaullistes pour les quelques-uns, les souverainistes tiennent, vous savez, il y a Latlache, Pasqua, De Villiers, etc., je rappelle ça dans le bouquin, mais ça c'est un peu la tambouille politique, et on arrive au fameux référendum de 2005. Et donc, bis repetita 92, c'est-à-dire le camp du bien vote oui, le camp du mal vote non. En gros, c'est simple, voilà, vous savez, là je rappelle un florilège de phrases dans le livre qui sont merveilleuses, du genre... cette phrase qui est formidable, c'est pour tout homme éclairé, il n'y a qu'un choix possible, le oui. Alors, tout homme éclairé. C'est pas éclairé, il n'y a pas de... Mais, ou alors la phrase j'aime beaucoup cette phrase de Simone Veil qui nous dit, qui dit à l'époque, Simone Veil qui nous dit si vous êtes pour le non, vous êtes pour le retour de la tragédie et de la guerre. Voilà, donc ça veut dire que vous ne pouvez pas voter non, parce que bref, vous avez compris quoi. Ce petit chantage, bref. Donc on arrive à 2005 et là, les Français votent non. Et en fait, toute cette histoire nous amène à une leçon, et je pense qu'on va peut-être en discuter ensemble après, nous amène une leçon. C'est qu'en fait, depuis 2005, ce qui s'est joué, et la conséquence, c'est... elle va de soi. Elle va de soi, c'est ce que j'essaie d'expliquer en long, large, en travers. Elle va de soi, c'est que, en fait, je disais une valse à 3 temps. 2005 clôture cette histoire. Un oui fragile, ensuite un oui à la Pyrrhus et le non carrément. Donc en fait, pour moi, c'est logique. En fait, c'est le 2005, c'est logique. Donc déjà, d'une part, si on fait cette histoire ensemble, si on restitue tout ça, en réalité, on nous a souvent fait croire que 2005 était une surprise pour ne pas nous faire comprendre que c'est cette histoire logique. C'est-à-dire, si vous prenez un peu de champ, encore une fois, on ne pouvait pas avoir d'autre choix qu'un non au bout. C'est-à-dire qu'en fait, voter non était un vote logique. C'est une histoire logique. C'est pas une surprise, c'est comme ça. C'est pas un suspense, c'est comme ça. On a juste oublié de remettre un peu le curseur en arrière et de s'apercevoir ou de se rappeler d'où on vient. 72, 92, 2005. Vous voyez, tous les 15, 20 ans, on vote sur l'Europe. Au bout, on arrive à un résultat logique. Deuxième élément, et ça c'est le deuxième temps, c'est que la montée ou la disparition du référendum correspond à la montée en puissance de l'Europe. C'est presque, je le rappelle dans le bouquin, c'est presque il faut voir tout, si vous voulez, toutes les dates convergent. Il faut faire juste une cartographie, un jeu de pistes. Encore une fois, la vérité n'est pas ailleurs, hein, elle est juste devant notre nez. Hein. Il suffit de faire une cartographie. C'est-à-dire que plus l'Europe monte, plus les présidents sont européens, plus les traités passent, plus aux mêmes périodes, vous avez des paroles de politique qui s'inscrivent en faux contre le référendum. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire, vous voyez ce que je veux dire, c'est une histoire presque inéluctable. Je prends un exemple très simple.
Les années 70, c'est la montée en puissance du gouvernement des juges. C'est là où ça commence. Et c'est là où les petites phrases commencent à venir sur donner la parole au peuple, c'est pas terrible. Vous voyez, c'est exactement le moment où Giscard, le premier, ne référende pas. Comme par hasard. Celui qui veut qu'on fasse monter l'Union européenne absolument, dit clairement à la fin, un jour je trouverai une question, mais il n'en a quand même jamais trouvé. Mitterrand, européen, l'Europe c'est notre avenir, il ne trouvera jamais de question, sauf Maastricht, et Maastricht, ça lui est imposé. Il n'en veut pas. Et Chirac, pareil, etc. Donc il n'y a pas de, vous voyez, il n'y a pas de suspense. Troisième leçon, et là, je sais que je m'adresse devant certains d'entre vous qui connaissent un peu cette histoire, mais j'essaye de le prendre sous l'angle du droit. Une seconde. 2005 n'accouche pas d'un référendum problématique seulement. 2005, quand on se dit, vous savez souvent la trahison de 2005, parce que les Français ont dit non à la Constitution européenne et se sont retrouvés à devoir avaler le traité de Lisbonne. Alors, pour ceux qui s'interrogeraient encore, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, sur est-ce que le traité de Lisbonne c'est la même chose que la Constitution européenne? Oui, en pire. Oui, en pire. À la limite, je vais être honnête, la Constitution européenne, au moins on arrive à la lire. Le traité de Lisbonne, c'est une version scandaleusement compliquée et juridiquement correcte de la Constitution européenne, c'est-à-dire un texte indéchiffrable, illisible, incompréhensible, qui fait passer la même chose autrement. Mais je pense que là, c'est une opération que certaines personnes ont déjà fait, je n'invente rien. Mais surtout, ce qui est intéressant, si on fait cette histoire de 2005 à nos jours, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'il n'a jamais été question de permettre le non. Tout était fait pour que le oui l'emporte. Je m'explique. Le fameux jour où la Constitution européenne est votée, est sanctionnée par un non par les Français, nous sommes le 29 mai 2005. Le 29 mai 2005. 2 mois plus tôt, Romano Prodi, européen en diable, l'italien Romano Prodi nous dit il n'y a qu'une solution, c'est voter oui, sinon l'Europe ne s'en relèvera pas. D'accord ? Romano Prodi, président de la Commission européenne, voilà, vous voyez l'européiste dans sa plus pure expression. D'accord ? Donc si les Français votent non, parce qu'on sent que les sondages bougent, etc., il n'y aura plus d'Europe. 1 mois plus tard, et là vous voyez, là on arrive vraiment dans le cœur de la bécane, 1 mois plus tard, et tranquille, hein, vous savez, il y a la contre-histoire, c'est pas du complotisme, c'est juste une contre-histoire très, très, très limpide. 1 mois plus tard, Jacques Delors, dans les colonnes du Monde, nous sommes en fin avril, dit, Jacques Delors, il ne faut pas mentir aux Français, si jamais il y a un non, nous avons les instruments pour trouver une contre-solution. En gros, tout est déjà là pour contrebalancer le non potentiel. Et surtout, quand on prend la Constitution européenne, il est clair, écrit noir sur blanc, il y a un repêchage prévu si la plupart des pays votent oui. Ce qui veut dire qu'on sait d'avance, c'est inscrit dans le cœur de la Constitution européenne, que de toute façon, les traités passeront à part si une majorité des États votent non. Donc en réalité, ça veut dire que quand on a fait le référendum, on savait, les Européens, je ne parle peut-être pas de tous les Français, mais les Européens savaient, je parle de le gouvernement, c'est rapide de dire ça, mais le conglomérat européen, j'ai envie de dire ça, l'Union européenne savait, Parlement européen, Conseil européen, Commission européenne, savait que de toute façon, le non au référendum français n'aurait aucune conséquence. Parce que là, on arrive dans le fin mot de l'histoire pour moi, dans le bilan, le vrai bilan. Vous voyez, là où le cœur du pouvoir se donne à voir. Là, vous avez, entre 2005 et 2007, il suffit de prendre les textes. Parlement européen, Conseil européen, Commission européenne, qui disent on va faire un moratoire pendant 1 an et demi pour réfléchir au non français. Un moratoire. Ce qu'on appelle une période blanche. Sur le papier, c'est beau. On dit les Français ont voté non, il faut quand même prendre un peu de temps pour réfléchir, quoi. Vous voyez, quand le peuple dit non, aux dernières nouvelles, le souverain dit non, ça devrait quand même, vous voyez, aboutir à un moment de réflexion, on va dire ça comme ça. Vous voyez, quand le souverain, c'est pas rien aux dernières nouvelles. Vous voyez, j'ai appris lors de mes études que, je veux dire, grâce à un membre de cette assemblée qui me l'a appris il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années, qui a quand même appris que sans la souveraineté, nous ne sommes rien, je veux dire, à peu de choses près. Donc, on se doute qu'il faut poser la question aux Français. Sauf ce qui se passe dans cette période blanche, c'est qu'en fait, vous prenez les textes rendus sur divers avis européens qui disent clairement qu'il n'y aura pas de négociation. Parce que, on nous dit la chose suivante, ce sera le texte, rien que le texte, et tout le texte. Ce qui signifie que, lorsque les politiques français, Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal et les autres nous disent il y aura un traité allégé, vous savez,
le traité light, comme disait Sarkozy, comme si vous mangez un Danone bifidus actif. Vous voyez la version discount. Vous voyez, vous savez, le Coca Light, il y a du Coca, mais c'est de l'aspartame, il n'y aura pas de sucre. Quoi. On aura beau le manger, on grossira pas. C'est merveilleux comme façon de voir. Donc le fameux traité light, quand bien même Nicolas Sarkozy était-il intègre, j'ai tendance à penser qu'il croyait vraiment, par son énergie, qu'il arriverait à négocier quelque chose. Je pense vraiment que quelque part, il penserait à y aller en cherchant la croissance avec les dents, comme il le disait. Je pense de bonne foi, quand on reprend les textes d'époque, qu'il croyait vraiment qu'il arracherait quelque chose. Sauf que ce qui est très simple, c'est qu'on a renvoyé le président à la niche, et on lui a dit « Ah non, c'est non négociable. Ce sera le traité, rien que le traité et tout le traité. » Résultat des courses, dès le 29 mai 2005, l'affaire est pliée. L'Europe a prévu que le nom français passera à la trappe. Ce qui fait que Lisbonne n'est pas une trahison. Quelque part, Lisbonne, c'est le résultat terminal. En 72, le référendum français, c'est l'histoire d'un oui fragile. Moi, j'ai tendance à penser déjà d'un vrai déficit démocratique, quelque chose comme ça qui se joue. 92, c'est clair que si la campagne n'avait pas été celle qu'elle était, parce que la campagne c'était un rapt, concrètement, c'était hallucinant, cette campagne-là, le nom serait passé. 2005, c'est le nom clair. 2007, c'est l'opération terminale, c'est-à-dire, vous inquiétez pas, il n'y aura plus de référendum, parce que de toute façon, quand vous référendez, on contourne le référendum. Donc où est-ce qu'on en est en 2023 ? Et c'est ma conclusion. 2023, nous passons notre vie à discuter des référendums. Alors, Jacques Chirac avait notamment, c'est merveilleux ça, Jacques Chirac nous avait déjà touché un mot du référendum, vous savez, c'est des petites phrases, hein, mais j'aime bien quand même de temps en temps, vous savez, de temps en temps, il faut quand même revenir aux promesses et aux résultats. Je sais qu'on a un peu oublié cette chose très simple, mais pour ma génération, vous savez, je vis quand même, j'ai même pas 40 ans, j'ai l'impression de vivre sous l'empire de promesses perdues. C'est-à-dire que je n'ai jamais entendu un homme politique tenir une promesse, donc j'ai envie quand même de comparer des fois les annonces et les actes, quand même de temps à autre. Donc, très simple, Jacques Chirac dit, pour la décentralisation, tout le monde se fout un peu de la décentralisation, mais tout de même, un petit mot sur la décentralisation. Vous savez, c'était l'œuvre magistrale de Jean-Pierre Raffarin. Vous savez, il était très attaché au pouvoir des terroirs et des territoires, le fameux vocable des territoires. Donc, Raffarin a annoncé un référendum que Chirac devait faire sur la décentralisation. Il n'a pas eu lieu. Donc en 2000, on a révisé la Constitution sans référender. En 2007, Nicolas Sarkozy a annoncé pléthore de référendums. Évidemment, aucun n'a eu lieu. En 2012, alors ça c'est merveilleux, en 2012, il y a les promesses qui commencent, les vraies promesses, vous savez. 2012 et 2017, Nicolas Sarkozy, le même qui nous a fait avaler le traité de Lisbonne, nous a annoncé qu'il y aura des référendums sur tout. Ça c'était merveilleux. Donc, il pensait que la règle d'or, vous savez, la règle d'or qui fait que le déficit français devait être dans la moyenne européenne, référendum là-dessus, il n'y a rien eu. Ensuite, en 2017, s'il avait été élu, lors de la primaire de la droite, il a dit, bon alors ça... C'est très drôle de le lire en 2017 parce qu'en 2023, cette question se pose les jours actuels. Hein. En 2017, il nous dit les fichiers S les plus dangereux, je référenderai pour qu'on les mette tous en rétention de sûreté. Juste pour info, je raconte ma vie là, mais il y a 2 jours, j'ai eu un débat sur BFM sur cette question et j'ai essayé de rappeler qu'il y a 6 ans, on disait les mêmes choses. On m'a dit c'est pas vrai. Ben, si, il y a 6 ans, on voulait référender sur les fichiers S puisque la question qui se pose aujourd'hui se posait il y a 6 ans. Ben, on ne fait que jouer, vous voyez, le même fil. C'est les éternelles mêmes questions qu'on rejoue environ toutes les 5 minutes. Et donc en 2023, je finis à notre époque, pourquoi Emmanuel Macron ne référendera pas ? Où est-ce qu'on en est ? Pourquoi le référendum impossible ? Très simple. En 62, je le disais tout à l'heure, De Gaulle a expliqué, envers et contre tout, que la légalité de la question, peu importe. On peut référender sur tout, à condition que le peuple donne un oui. C'est-à-dire qu'en gros, la question, la seule légitimité de toute cette chose, c'est de s'en remettre à la parole du peuple. C'est-à-dire, en gros, vous prenez la température, comme on dit souvent. Aujourd'hui, la température, elle est facile à prendre. On a un sondage toutes les 4 minutes 20. Donc, je veux dire, hier soir, 86% des Français, sondage IFOP, je crois, 86% des Français sont favorables à la rétention de sûreté. J'ai pas dit que j'étais favorable, peu importe, c'est même pas le problème. Mais vous voyez, la température est prise. Donc, on sait ce que les Français aiment, ne veulent pas, n'aiment pas, etc. Donc, le mode d'emploi du général de Gaulle était simple. On peut référender, tant pis si la question ne convient pas à l'arsenal constitutionnel, parce que la légalité de la question, la constitutionnalité de la question, peu importe, tant que le peuple tranche, le peuple souverain. Ce qui veut dire, et c'est pour ça qu'on a un vrai problème de référendum aujourd'hui, ce qui veut dire que dans l'ADN de nos institutions, la seule
comment dire, la seule conclusion terminale, la seule parole finale est celle du peuple souverain. Point. C'est comme ça que c'est écrit. Et c'est ce qui permet à De Gaulle de dire, quand bien même les juges n'en veulent pas, les parlementaires n'en veulent pas, le Sénat n'en veut pas, le Conseil d'Antoine n'en veut pas, le Conseil constitutionnel n'en veut pas, aujourd'hui on dirait Laurent Fabius n'en veut pas, président du Conseil constitutionnel, Général de Gaulle dirait, en gros, je caricature, il dirait, mais vous êtes qui? Mais vous êtes qui? La réponse est extrêmement simple, et je ne fais pas de populisme judiciaire, je ne fais pas de contre-histoire juridique, je ne fais que remettre au goût du jour la façon dont nos institutions sont pensées. Donc en 2023, on joue un grand jeu. Il y aura peut-être des questions, on en parlera tout à l'heure pour affiner un peu. En fait, on joue un grand jeu. C'est que depuis 70 jusqu'à nos jours, le Conseil constitutionnel nous a appris que certaines questions ne méritaient pas d'être posées. Donc le Conseil constitutionnel, qui pendant longtemps n'osait pas intervenir sur la question, parce que c'est la souveraineté du peuple, le Conseil constitutionnel a commencé à nous dire, depuis les années 90-2000, je le raconte dans le bouquin en détail, le Conseil a commencé à dire « Non mais attendez, c'est pas terrible comme situation. Parce que ce que le peuple veut, on sait jamais trop si c'est correct ou pas. » Donc, le Conseil a commencé à dire qu'il va contrôler un peu tout ça, mettre son nez dans ce qu'il appelle les affaires référendaires. D'accord ? Alors là, c'est merveilleux. Le Conseil aujourd'hui, et là je vous parle vraiment de l'état du droit aujourd'hui, hein, d'accord ? Nous sommes je ne sais même pas quel jour nous sommes, le 7 décembre, le lendemain de Saint-Nicolas, si tant est qu'on a encore le droit de dire Saint-Nicolas d'ailleurs. Il paraît qu'à Nantes, c'est désormais interdit, enfin on verra bien. Donc le 7 décembre 2023, la réponse aujourd'hui est la suivante. D'un côté, le Conseil constitutionnel, les juges nous disent qu'ils ont le droit de contrôler le décret de convocation du référendum. Le décret de convocation. Alors, je m'explique, c'est très simple. Hein. Vous savez, c'est le droit a cette faculté formidable, c'est qu'il vous fait croire que c'est une langue compliquée. Vous savez, c'est merveilleux, vous voyez, on vous fait croire que c'est compliqué, c'est très simple, hein, mais il faut passer par une articulation, une grammaire incompréhensible, parce que ça rassure les sachants et ça les fait croire plus intelligents que ceux qui essayent de comprendre. C'est merveilleux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire contrôler le décret de convocation du référendum? Ça veut dire que pour l'instant, le Conseil dit qu'il a le droit de vérifier la régularité en amont de la tenue du référendum. En gros, avant, moi, Conseil constitutionnel, j'ai le droit de dire on va vérifier si le référendum se passe tel qu'il doit se passer. Ce qui veut dire, dans les faits, qu'il pourrait, mais il ne l'a pas encore fait, pour l'instant c'est embryonnaire, qu'il se réserve le droit potentiel de contrôler la question. C'est-à-dire de vérifier à ce que la question soit conforme aux dispositions de la Constitution. Ce qui veut dire qu'il se réserve le droit de dire, par exemple, qu'un référendum sur les institutions comme celui de 62, celui de 69, etc., serait aujourd'hui impossible, comme le référendum sur l'immigration serait aujourd'hui impossible, mais comme le référendum sur la fin de vie serait impossible, comme le référendum sur le mariage pour tous à l'époque était impossible. Parce qu'il estimerait, moi, juge, j'ai le droit de dire les questions qu'on a le droit de poser et celles qu'on a le droit de poser. D'où le fait qu'aujourd'hui, et c'est encore une fois, pourquoi est-ce que Éric Ciotti, Laurent Wauquiez, Marine Le Pen, Jordan Bardella, etc., nous sortent la carte, la révision de la Constitution, ça fait environ 3 mois qu'ils en parlent, parce qu'ils essayent de modifier la rédaction de la Constitution pour mettre dans la Constitution les questions qu'on a le droit de poser. Vous voyez ? Ils veulent intégrer tel type de disposition pour qu'on puisse référender sur la question. Alors on m'a posé cette question plus d'une fois depuis un mois, depuis que le bouquin est sorti. Je réponds la même chose. Donc j'anticipe peut-être la question. Encore une fois, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec l'architecte malheureux du traité de Lisbonne, vous savez, le gaulliste qui a dû malheureusement lui aussi bouffer son chapeau, c'est-à-dire Henri Guénaud. Je partage son avis, il en parle souvent, pour moi il a raison, je trouve que la droite se fourvoie là-dessus largement. La droite veut modifier la Constitution pour avoir le droit de poser la question. Or, un gaulliste historique, c'est-à-dire De Gaulle, Couve de Murville, Michel Debré, etc., répondrait « Le juge n'aurait pas le droit de vérifier la question. Parce que le seul fait de demander l'autorisation à un juge de poser la question, ça veut dire que vous admettez le maître et seigneur. Vous demandez l'autorisation. Vous êtes comme l'enfant, vous savez, qui demande aux parents si concrètement il a le droit de goûter à 16h ou à 17h. Alors évidemment, le juge viendra et dira « T'as le droit, mais n'en fais pas trop. » Vous voyez, une question, pourquoi pas? Parce que c'est évident que si vous ouvrez le débat dans la Constitution, on va encore derrière vérifier vraiment la question. Je vous donne un exemple. Et j'en finirai vraiment avec ça, je vous assure. Parce que c'est la question qui se pose depuis un mois. Si vous mettez le mot dans la Constitution, admettons, question de société. D'accord ? Parce que certains disent que question de société,
permettrait de traiter, par exemple, la question de la fin de vie, mais potentiellement aussi des questions liées à la question migratoire. J'ai des doutes, mais admettons. Derrière, la jurisprudence du Conseil constitutionnel va vérifier ce qu'on appelle question de société. Ce qui veut dire que le seul fait qu'on vous l'autorise ne veut pas dire que quelqu'un derrière ne sanctionnera pas à l'aune de se demander véritablement ce que signifie le mot que vous avez mis dedans. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous intégrez une problématique qui de toute façon ne sera pas réglée parce que quelqu'un derrière fera le job pour censurer la question. Ce qui veut dire que la seule façon de poser la question, c'est de se fiche de la constitutionnalité de la question pour simplement poser la question en direct au peuple. Et répondre à cela, si le peuple dit oui, ce sera bien, mais en contrepartie, si le peuple dit non, je pars. Et dans ce cas, vous avez retrouvé à la fois l'esprit original de la Constitution, c'est-à-dire le référendum qui fonctionne, et en même temps, pour moi, vous mettez fin au déficit démocratique. Je suis certain, peut-être que je suis très naïf, mais que si les Français étaient certains qu'un référendum donnerait un résultat tangible, c'est-à-dire un départ potentiel, 1, ils iraient voter, 2, ils s'intéresseraient à la question, et 3, ils aspireraient, pour moi, à la restauration du lien avec la politique. Parce que sur le fond, si la politique c'est l'art de trancher, de se tromper et d'en tirer les conséquences, à mon humble avis, nous n'aurions pas des sondages démontrant que 70% des Français ont une certaine défiance à l'égard du personnel politique, j'en suis intimement convaincu. Et j'en ai terminé, et les questions sont ouvertes.